Je ne sais pas s'ils sont intelligents dès le départ et si c'est par l'éducation qu'on peut les rendre intelligents. L'intelligence, c'est le ressenti, c'est pas être cultivé. Je suis toujours assez surprise qu'on dise que le dauphin est supérieurement intelligent, plus que l'homme. Ça me paraît quand même un peu décalé. Il y a une forme d'intelligence, mais est-ce qu'elle peut être comparée à la nôtre? Je crois pas. L'intelligence animale, je crois que c'est une des formes multiples de l'intelligence tout court. L'intelligence, globalement, c'est complexe. C'est la capacité de connaître, de comprendre, de pouvoir s'adapter, de pouvoir aussi manier des concepts abstraits. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intelligence, que l'on considérait avant tout être humaine, on l'a finalement aujourd'hui, avec un certain nombre de travaux d'études depuis maintenant des décennies. C'est un vocable que l'on utilise de plus en plus dans le domaine de l'animal. On peut parler d'intelligence animale. Ce qui est assez intéressant maintenant, c'est qu'on se met vraiment à la place de l'animal qu'on observe. Et pendant longtemps, on regardait du point de vue de l'humain. Et on portait des jugements à partir des valeurs humaines. Et ça classait, ça donnait des classements de comportement, des classements d'intelligence, des classements de façon d'être dans la vie qui étaient biaisés puisqu'on pensait que c'était l'humain qui était la référence. Or, l'humain n'est qu'une pièce du puzzle. Oui, ça, la personnalité chez l'animal, ça c'est sûr. Là aussi, la personnalité, c'est une façon d'exprimer ses réactions et autres. Et oui, il y a des animaux qui sont, bien sûr. Et heureusement, sinon ça serait des machines. Ça voudrait dire que tous les Dobermans agissent comme ça, tous les bergers allemands agissent comme ça, tous les labradors agissent comme ça. Non, bien sûr que non. En revanche, ce qui est très difficile à démontrer, et j'ai toujours pas démontré, c'est le fait que des races aient des comportements particuliers. Contrairement à ce que tout le monde croit, on ne peut pas démontrer qu'une race a un comportement particulier. Et donc la loi sur les chiens dangereux en France est une aberration. Alors le domaine émotionnel chez l'animal, il est plus subtil. Il y a beaucoup plus de difficultés à pouvoir le traduire avec des mots, avec des faits. Effectivement, les animaux ont des émotions, ne serait-ce que la notion du stress, la notion de la douleur. Là, je nous renvoie à notre regard que nous avions avec l'animal il y a quelques siècles en arrière. C'est vrai que Descartes a introduit la notion de l'animal-machine. Il a été suivi d'ailleurs par un de ses disciples avec Nicolas Malebranche qui considérait que l'animal était un automate et que quand on frappait un animal, eh bien, il ne criait pas, il donnait l'heure comme une pendule. Donc c'était des théories absolument désastreuses et qui ont fait perdurer pendant des siècles, jusqu'au XXe siècle, que l'animal n'avait pas de douleur ou de souffrance. Et évidemment, on a pu mettre en évidence que tous ces éléments-là étaient bien évidemment bien faux et que les animaux en général, étaient dotés d'émotions. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, par l'éthologie, par l'étude de leur comportement, ont pu mettre en évidence à la fois dans la nature individuelle de chaque individu, mais aussi dans les interactions sociales que peuvent avoir les animaux entre eux pour pouvoir mettre en situation ces éléments d'émotion, de stress, de jeu qui peuvent aussi par moments entraîner des moments un peu plus euphoriques. Je pense notamment aux dauphins qui ont cette capacité à pouvoir avoir des plages sociales de jeu qui sont très importantes dans l'interaction et le maintien d'unité du groupe en tant que tel. Alors la conscience chez l'animal, elle est fondamentale. Je crois qu'il y a des travaux qui ont été très intéressants. On parle d'ailleurs du test du miroir qui consiste à établir en fait avec un marquage facial
On a commencé avec les primates. C'était Gallup qui a eu cette fabuleuse idée de mettre une tache, un marqueur avec un colorant alimentaire sur l'orbite d'un chimpanzé. Et puis ce chimpanzé était anesthésié, on l'a réveillé et puis on l'a mis devant un miroir. Et l'animal, après avoir exploré un petit peu son univers corporel, a eu ce geste instinctif de voir cette marque au-dessus d'une orbite et d'essayer de s'essuyer. Donc on a pu évoquer, en réitérant plusieurs fois cette expérience, que le primate, le chimpanzé, avait la conscience de lui-même. Et ce fabuleux marqueur du test du miroir, on a pu effectivement le reproduire avec d'autres espèces animales, notamment les mammifères à gros cerveau, les éléphants, les dauphins, et puis plus récemment, avec les corvidés, avec les oiseaux, avec les merles, avec les pies, eh bien on s'est rendu compte que les animaux avaient une capacité à pouvoir se reconnaître, donc de pouvoir mettre en exergue que la conscience que nous réservions à l'humain, on pouvait aussi l'attribuer, dans certains cas, à l'animal. Plus déconcertant encore, nous avons récemment pu étudier l'expression d'une conscience dans le monde marin, notamment avec les raies mantas. Sébastien Moreau, vulgarisateur scientifique, a expliqué ce phénomène à l'occasion d'une conférence donnée à Marseille. Là, je centralise sur est-ce qu'ils pourraient être capables de se reconnaître eux-mêmes. C'est-à-dire vraiment la conscience noble, on va dire. Je suis pas très heureux comme tournure. On n'a que 2 expériences pour l'instant qui iraient dans ce sens-là. On n'en a pas d'autres qui ont testé. Donc pour l'instant, on n'en a que 2 parce que on est tout juste en train d'accepter déjà la sentience, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent avoir des émotions qu'ils perçoivent subjectivement. Bon, ça, maintenant, normalement, tout le monde est d'accord là-dessus. Pour arriver sur le reste, ça va être un peu plus compliqué. Mais la première étude qui ne visait pas ça, mais qui finalement pointe un peu dans cette direction, c'est cette étude de Timothy Duncan en 2009, si je ne dis pas d'ânerie, je ne suis pas marqué, je crois que c'est ça, sur les cyclides d'émeraude. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un aquarium avec 2 petits nids dans lesquels ils diffusent une odeur, soit la leur, soit celle d'un autre poisson. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire la différence entre leur odeur et celle d'un autre poisson, même quand c'était un frère ou une sœur. Donc, il y a une discrimination déjà à l'odeur. Il faut savoir que le fameux test du miroir, qui est un peu le maître étalon de est-ce qu'un animal se reconnaît, n'est valable que pour les espèces qui fonctionnent à la vue. Typiquement, vous avez des chercheurs en ce moment qui travaillent sur un test olfactif pour les chiens. Et le test olfactif des chiens ressemble de très près à celui-ci, en l'occurrence. Et surtout, on a un test 2015 de Sia Hari, qui a voulu évaluer si les raies mantas océaniques pouvaient se reconnaître dans un miroir. Donc là, elle a vraiment fait le test du miroir, parce que les poissons cartilagineux, en plus, ont des très gros cerveaux. Et il semblerait que les raies mantas océaniques aient réussi ce test. Là, vous avez la raie manta, le miroir est ici. Et on va voir qu'en fait, elle présente son abdomen en gardant ses yeux en direction du miroir. Donc ça, c'est pas le seul test, mais en gros, ils ont fait toute une liste de comportements qu'on aurait attendus si elle se reconnaissait dans le miroir. Et la raie a rempli la totalité de ces comportements. Les avancées en éthologie nous apprennent à connaître les animaux, à les découvrir avec toute leur complexité. Des animaux qui se révèlent être capables de tout ce qu'on attribuait jusqu'à présent aux spécifiquement humains. Empathie, sensibilité, conscience d'eux-mêmes, utilisation d'outils ou encore humour, autant de découvertes qui impliquent de nouvelles interrogations. Que reste-t-il à présent de notre supériorité sur les animaux ? Leur devons-nous des droits ? Avons-nous une responsabilité envers eux ? Maître Malaga, avocate spécialisée dans le droit animal, a pu répondre à nos interrogations. Si je suis capable de faire du mal à un animal qui, lui, ne me demande rien, si ce n'est d'être à mes côtés, qui n'est qu'amour, et que, en plus, il n'y a aucune intellectualisation de ce qu'il pourrait projeter de bien ou de mal à mon endroit, on s'imagine parfaitement, si on transpose au rapport humain, qu'à l'endroit d'une personne alors qui peut-être avec qui j'ai eu un conflit, dont je n'ai pas de particulière connexion, donc, on peut tout à fait imaginer que si je suis capable de faire du mal à cet animal-là sans défense, je serai tout à fait capable de faire du mal à un homme et encore et à un enfant. C'est la même chose. Il n'y a malheureusement pas un droit qui a émergé qui pourrait être un droit à la tranquillité de l'animal, un droit au bon vivre, un droit au respect. Ça n'existe pas encore à ce stade. Il y a un arsenal législatif qui permet de réprimer les dérives faites autour de l'animal, mais pour autant, la responsabilité, elle doit être morale
pour ensuite devenir juridique. S'il n'y a pas cette prise de conscience de ce qu'est l'animal, de ce qu'il nous renvoie, de ce qu'il nous rend hommes et de ce qu'il nous rend dignes, finalement, on ne peut pas envisager que l'on puisse être responsable à l'égard de l'animal. On se retrouve avec des textes, mais avec personne pour l'appliquer. Personne pour l'appliquer parce que s'il y a eu peut-être un degré de conscience à un moment pour légiférer et pour effectivement édicter une loi, on ne trouve personne pour l'appliquer. Il suffit d'avoir plaidé une fois simplement partie civile pour que soit respecté le droit d'un animal, pour s'apercevoir comment on n'est pas entendu. On n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Alors, on se pose la question de savoir si on est tombé sur un mauvais magistrat qui pouvait avoir un désintérêt du sujet, ou si ce désintérêt est partagé, ou alors s'il y a simplement un manque de conscience. Alors, on passera nécessairement, et ça encore une fois ce seront peut-être les jeunes avocats qui l'imposeront, ou les jeunes magistrats, mais on passera nécessairement par des juridictions spécialisées pour que les choses avancent dans les tribunaux, à savoir qu'il faut que les magistrats soient sensibles, soient conscients, soient en fait éduqués. Les Français sont en majorité contre l'élevage industriel, un mode de production problématique puisqu'au profit unique du gagner plus. Beaucoup souhaitent changer leurs habitudes de consommation. On privilégie alors la consommation en circuit court et des conditions d'élevage plus éthiques. Les gens cherchent le côté fermier, le côté authentique en fait. Donc le côté local et le côté petit fermier, petit producteur. Si on parle de bien-être animal, si tu es sur un petit troupeau, tu peux avoir un vrai bien-être animal parce que tu les connais, tu es hyper attentif à ce qu'elles ont ou si ça va pas, tu vois. Nous, s'il y a une chèvre malade, on le voit tout de suite, quoi, parce que elle est un peu abattue dans son coin, quoi. Quand tu es sur des troupeaux où il y a 2000 bêtes au milieu de la masse, tu vois, puis en plus, souvent, c'est des troupeaux où ils sont hyper mécanisés, enfin, ils ont plus ce lien avec l'animal, quoi. Nous, on les sort, on les voit, enfin, voilà, on passe des heures avec elles, quoi, vraiment, enfin, je parle en termes d'heures parce que c'est ça, on passe des heures avec elle, quoi. Les gens sont complètement déconnectés du monde agricole. Par exemple, très peu de gens savent qu'il faut faire un petit parent pour faire du lait. Tu vois, que les chèvres sont obligées de faire un peu, ou les vaches, elles sont obligées de faire un petit parent. C'est quand on leur dit, il faut qu'elles fassent un petit parent. Ah ouais, ah oui, c'est comme nous. Ben ouais, c'est ça, c'est comme nous. Pour faire du lait, il faut faire un bébé, ouais. Il y a un contrat, la domestication, c'est vraiment un contrat entre l'homme et l'humain, quoi. Elle nous procure quelque chose, du lait pour qu'on vive, tout ça. Et nous, en échange, justement, on a ce côté bien-être, on s'inquiète pour elles si elles sont malades, on leur donne à manger. Enfin, si tu romps ce contrat, tu le sais tout de suite. Il racontait l'histoire d'une éleveuse qui s'était fait attaquer par le loup. Et elle avait l'impression que son troupeau était plus comme avant, tu vois, avec elle. Et en fait, elle dit, j'ai rompu mon contrat, quoi. Les chefs se sont fait attaquer et du coup, elles me font plus confiance. Tout ce qu'on voit maintenant en ce moment dans les médias sur les abattoirs, les choses comme ça nuit aussi à des élevages comme le nôtre. Si on ferme les petits abattoirs, parce que c'est ce qui se passe, on fait de plus en plus de kilomètres pour aller faire tuer nos bêtes, que de toute manière, on devra aller faire tuer. Donc on se retrouve à aller de plus en plus loin pour tuer nos animaux. Qui dit de plus en plus loin dit des kilomètres pour elles, plus de stress. Enfin voilà, c'est pas mieux pour les animaux.
Pour l'instant, on ne nous propose pas d'autres solutions. Si on pouvait nous tuer nos animaux à la ferme, ça serait formidable parce que pour elles, elles ne verraient pas qu'elles vont mourir, quoi. Ça se fait sereinement pour elles, ça se fait sereinement pour nous, il n'y a pas eu de stress du transport. Là, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas le droit de le faire, de l'abattage à la ferme. Alors, il y a des travaux qui sont en train de se faire de recherche pour mettre en place ce qu'on appelle un abattoir mobile, parce que le problème, ce qu'on reproche, c'est toute la réglementation de l'hygiène, en fait. Si on tue à la ferme, c'est des problèmes d'hygiène et de traçabilité qui se posent. Et du coup, là, il y a des gens qui sont en train de travailler sur l'abattage par un abattoir mobile. Donc, ça serait... Du coup, je ne sais pas trop comment ça se présente, mais bon, voilà, des gens certifiés qui viendraient abattre les animaux dans les fermes. Mais voilà, au moins, ça serait encadré, contrairement à de l'abattage peut-être à la ferme, que ça serait l'éleveur qui le ferait. Là, il y aurait un encadrement réglementaire. Des abattages moins anxiogènes à dimension humaine. L'idée qu'un animal puisse naître, vivre et mourir à la ferme a déjà séduit les consommateurs de pays européens tels que la Suède, l'Allemagne ou encore la Suisse. Partout ailleurs, on assiste à l'émergence de questionnements légitimes sur l'impact de la production de viande sur les humains, les animaux ou encore l'environnement. Certains vont même plus loin. C'est le cas des antispécistes, porteurs d'un courant de pensée né dans les années 70. Mais le spécisme, c'est quoi au juste ? Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme est à la race et le sexisme au sexe. C'est-à-dire qu'on prend... C'est cette volonté de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres sur des critères physiques. Donc quand le raciste dit « tes intérêts sont moins importants que les miens parce que t'es noir », le sexiste dit « tes intérêts sont moins importants que les miens parce que t'es une femme », le spéciste dit « tes intérêts sont moins importants que les miens parce que t'es un animal non humain et que t'as des pattes, t'as 4 pattes et puis plus de poils, quoi. J'ai travaillé avec des personnes qui étaient très, très lourdement handicapées mentalement et qui étaient moins intelligentes que certains animaux. Donc quand on dit supérieur, souvent on pense à l'intelligence. Voilà, moi j'ai travaillé avec des gens qui étaient moins intelligents que certains animaux. On pourrait dire qu'un nourrisson est moins intelligent que certains animaux. Il y a des personnes atteintes de lésions cérébrales graves qui sont moins intelligentes que certains animaux. Est-ce que pour autant, cette supériorité entre guillemets qu'on a sur eux doit nous pousser à les exploiter, à leur faire du mal? Non, au contraire, on doit plutôt être bienveillant envers eux. C'est quelque chose de logique. Enfin, selon moi, si on est supérieur à quelqu'un, on doit essayer de prendre soin de la personne qui est inférieure ou de l'individu qui est inférieur. Et le principe est le même avec les animaux finalement. C'est pas parce qu'on imagine, on ne l'est pas, on est juste, selon moi, évolutivement différent, simplement différent, pas supérieur. Mais si on était supérieur, est-ce que ça ne devrait pas au contraire nous pousser à prendre soin d'eux, plutôt qu'à les exploiter, à les torturer pour certains, et à les tuer ? Voilà, ça n'a aucun sens pour moi qu'on fasse ça. J'ai pas assisté à la tuerie des animaux, j'ai plus été choqué par la quantité astronomique de carcasses ou de pieds. À un moment, je brûlais les poils des pieds des vaches avec un chalumeau. C'était une quantité hallucinante. En France, on est à 3 millions d'animaux, pas par an, pas par mois, pas par semaine, mais par jour qui sont tués. 3 millions d'animaux par jour. C'est 1 milliard par an. Et là, c'est que les animaux terrestres. Je parle même pas des animaux marins et c'est honteux de ne pas parler des animaux marins. Ça allait beaucoup trop vite. La chaîne allait beaucoup trop vite. Il y avait beaucoup trop d'animaux pour que je puisse faire un travail correct. Donc au niveau hygiène, je pense que c'était limite. Je me suis aussi retrouvé un peu à l'export. Et il faisait 35 degrés dehors et c'est arrivé souvent que les camions frigorifiques arrivent, que leur frigo ne soit pas en route. Il fait 30 voire 40 peut-être degrés dans le camion. Et les carcasses. À 18 ans, quand ton chef il te dit tu charges, tu charges. Tu te dis pas la chaîne du froid. Non, tu fais ce qu'on te dit, quoi. C'est surtout l'inverse en fait. Comment on va pouvoir continuer de nourrir le monde alors qu'on préfère nourrir les animaux plutôt que les humains? À l'heure actuelle, c'est presque 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Au moment où on parle, c'est 1 milliard de personnes qui sont en train de souffrir de la faim. En France, c'est 70% des terres arables, des terres cultivables, qui sont utilisées pour l'élevage.
Donc en arrêtant l'élevage, on aurait 70% de surface disponible. Ces chiffres, ils marchent aussi sur terre. En fait, sur terre entière, c'est 70% des terres arables qui servent pour l'élevage. On aurait 70% de terres disponibles en plus pour nourrir les humains si on arrêtait avec l'élevage. Donc on ne va pas pouvoir, tout le monde le dit, de plus en plus on l'entend partout dans les médias, qu'on ne va pas pouvoir continuer avec cette consommation de viande, pas seulement au niveau environnemental, mais aussi pour pouvoir nourrir les humains. Il y a un lobbying énorme en fait sur les 29 membres du PNNS. Le PNNS, c'est le Programme National Nutrition Santé qui nous dit manger, bouger, qui fait les recommandations 1 à 2 fois de la viande par jour, 3 à 4 produits laitiers par jour. Sur les 29 membres du PNNS, il y en a 22 qui ont des liens avec l'industrie laitière. Les ANC, c'est les apports nutritionnels conseillés, donc c'est les taux qu'on doit atteindre, par exemple en calcium. Les ANC en calcium, la valeur, elle a été... on a demandé d'émettre la valeur de ces ANC à un membre de l'Institut Candia, qui fait la promotion des produits laitiers. Donc on voit bien qu'il y a des conflits d'intérêts énormes, on n'est pas au courant, et on continue de se gaver de produits laitiers en pensant que c'est bon pour notre santé, et c'est ça le pire. Moi-même, j'ai bossé en abattoir et j'ai vu que les conditions d'hygiène n'étaient pas du tout respectées. Et même si c'était vrai, même si les animaux finalement finissaient pas tous comme dans les vidéos de L214, si on pouvait tous leur faire une petite caresse derrière la tête, ce qui est impossible pendant qu'ils sont en train de se faire égorger, il faut quand même se rendre compte que peu importe qu'ils aient souffert ou pas, le fait de les tuer alors qu'ils auraient voulu vivre, ça reste dommageable pour eux. C'est la privation ultime, finalement, la privation de la vie. Donc ça, c'est dommageable, que ça soit fait de manière atroce ou pas. Le XXe siècle a été la période de la connaissance de l'animal. Le XXIe siècle sera la période de la reconnaissance de l'animal. On est quand même manifestement sur une terre où les hommes ne sont pas seuls. Les hommes seraient plus intelligents que les autres, que l'animal ou le végétal. Il lui reste à prouver maintenant.